Bonjour tout le monde, merci d'être là, présente, au courant de cette conversation organisée par Fierté Montréal. Aujourd'hui, on parle des droits des personnes LGBTQ, migrantes et réfugiées. Je m'appelle Kamala Macrel et nous avons deux invités magnifiques aujourd'hui qui vont nous adresser, Joseph et Lani. Je vous les présente tout de suite. Joseph, pardon. Joseph Achille Tiedu est né et a vécu au Cameroun jusqu'en août 2018. En 2009 et 2018, il a travaillé pour l'Association pour la défense de l'homosexualité en tant que chargé de la lutte contre l'homophobie à l'ADEFHO, responsable de suivi-évaluation, coordonnateur de projet pour les droits des personnes LGBTI au Cameroun et en Afrique de l'Ouest. Joseph a été coordonnateur de la première plateforme regroupant les organisations LGBTI camerounaises. Joseph est depuis mars 2019 coordonnateur des formations pour Agir. Agir, c'est Action LGBTQ pour les immigrants, immigrantes et les réfugiés. Et nous avons aussi avec nous aujourd'hui Lani Trilène. Lani Trilène est intervenante au Centre de solidarité lesbienne depuis plus de 5 ans. Elle se spécialise dans les dossiers d'immigration, c'est-à-dire des lesbiennes demandeuses d'asile, réfugiées ou ressortissantes de pays où l'homosexualité est encore criminalisée, tout en œuvrant auprès de personnes en situation de violence conjugale ou confrontées à des traumatismes d'agression. Alors, bonjour Lani et Joseph, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, pour commencer, en fait, on va commencer avec une question un peu de base, tout juste pour les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui peut-être s'y connaissent un peu moins sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie d'avoir un statut de réfugié LGBTQ+ dans ce pays? Une personne qui demande l'asile, c'est une personne qui demande la protection. Là, on parle du Canada. C'est quelqu'un qui demande la protection du Canada parce que la personne est persécutée. Dans notre cas, dans ce qui nous concerne ici, c'est une personne qui est persécutée en relation avec son orientation sexuelle, identité de genre, dans des pays où malheureusement beaucoup de pays encore où l'homosexualité, comme on dit en général, est encore un délit, peut encore conduire à la prison ou même où il y a encore une grosse répression, même sociale, de l'homosexualité. Donc, ces personnes-là vont donc demander la protection du Canada pour dire et si je rentre dans mon pays, je suis à risque de persécution, de prison, même de mort, parce que ça existe encore. Donc ça, c'est la définition de demandeur d'asile. Et quand on demande l'asile, on fait une demande d'asile à la Commission d'immigration et du statut de réfugié, qui est un service, disons-le comme ça, du gouvernement du Canada, avec des bureaux à Montréal et dans d'autres villes. Bon, là, on va parler de Montréal. Donc, on dépose sa demande à la CISR, comme ça s'appelle, Commission d'immigration statut de réfugié. On a un document du demandeur d'asile qui fait office de pièce d'identité en attendant une audience. Donc, la demande doit être recevable d'après les statistiques de la TCRI, table de concertation des organismes qui travaillent avec les réfugiés et les immigrants. Le taux d'approbation le taux de recevabilité des demandes était à près de 98% recevable. Alors, une fois que la demande est recevable, ça prend encore des mois. Toujours d'après la TCRI, en 2018, le taux d'attente moyen était de près de 16 mois entre le dépôt de la demande d'asile et une hypothétique audience devant la commission. Et après l'audience, la personne pouvait être acceptée, donc devenir soit une personne protégée ou un réfugié accepté. Et la personne pouvait être refusée aussi, parce que ça arrive que les personnes soient refusées pour plusieurs motifs. Je pense qu'on va en discuter.
Mais là, une fois que la personne est refusée, c'est pas la fin. Il y a toujours des recours, plusieurs types de recours possibles. Je pense que l'ANI peut mieux élaborer sur les questions liées au recours. C'est sûr que pour les recours, le premier recours, c'est l'appel. Donc, en général, si elles sont refusées, les personnes ont droit à un appel. Donc, l'avocat revoit un petit peu ce qui s'est passé. Cette personne-là, malheureusement, ne se présente pas en général pendant l'appel. Je dirais qu'en général, les appels, c'est très particulier parce que de ce que moi, j'ai vu avec les femmes et certains avocats, ils ne prennent pas beaucoup en considération parce que c'est la même chose qui est remise. Ils recherchent peut-être de nouvelles preuves, oui, mais bon, comme elles arrivent déjà sans preuve et que ce sont souvent des personnes qui ont une grande solitude arrivées ici, qui n'ont pas nécessairement non plus un entourage forcément dans la communauté. Quand je dis la communauté, les communautés LGBTQ+, etc., ben, les preuves sont un peu plus difficiles toujours à ramener. Donc, quand on passe l'appel, après, c'est faire une demande au niveau communautaire et l'aide humanitaire, pardon. Là, ça a plus de chances souvent d'aboutir à quelque chose. Bon, au fur et à mesure, je pense que c'est de donner comme ça, c'est juste des mots, mais je pense que si on a des questions au fur et à mesure pour comprendre comment les choses aboutissent, je pense que sur le long terme, on va y arriver. Oui, je voulais aussi continuer en disant que d'après la TCRI, en 2018, le taux d'approbation dans l'octroi de l'asile, ça c'est pour toutes les catégories, était près de 68%. Donc, ça vient aussi remettre en cause l'idée qu'on a généralement que toutes les personnes, tous les demandeurs toutes les demandeuses d'asile sont acceptés au Canada et tout. Donc, je peux aussi dire peut-être un mot de contexte, parce que quand on dépose une demande d'asile, souvent, ça prend du temps avant d'avoir un permis de travail, pouvoir travailler. Et les personnes sont souvent sur l'aide sociale qui est c'est monté en janvier 2019, c'était à $730. À Montréal, c'est pas très évident de vivre avec ça. Et certains demandeuses d'asile ont des enfants, une famille. Donc, il y a aussi il y a des restrictions, il y a un accès possible à des soins de santé couverts par le gouvernement fédéral, mais il y a très peu de cliniques qui acceptent ce document fédéral dont les personnes n'ont pas la RAMQ, n'ont pas droit à l'éducation comme les autres. Donc, il faudrait payer comme un étudiant étranger si on veut aller à l'école, ainsi de suite. Donc, c'est un statut précaire parce que non seulement on est dans l'attente d'une décision, d'une audience, d'une décision, et ouais, c'est ça. Oui, tu m'entends? Non? Oui, je vais continuer. Je vais continuer avec ce que Joseph a dit. Effectivement, j'ai rebondi surtout sur le mot précaire parce que faut, comme je disais, surtout quand c'est, mettons, la demande n'est pas acceptée, donc quand il y a un rejet, faut voir aussi tout ce que ces personnes ont déjà vécu en amont. Le rejet devient encore plus grand et la peur, si on veut, la peur de devoir retourner se change souvent en dépression, se change aussi en idées suicidaires et en toutes sortes de choses parce que, qu'est-ce qui va se passer comme ma demande? Entre guillemets, le Canada, je suis arrivée, dans la tête, c'est l'Eldorado. Quand j'arrive, cet Eldorado-là tombe.
parce qu'on me refuse. Il faut passer, comme je disais tout à l'heure, on peut demander si tout a été rejeté, l'examen de risque avant renvoi, quand on arrive là, mais juste, peu importe ce qui se passe, le mot renvoi reste dans la tête. Ce mot-là, il est excessivement fort au niveau des femmes parce que c'est tous les traumatismes qui reviennent et on va dire ce qui est, beaucoup d'entre elles se sont fait violer aussi. Donc, il y a ce risque-là qui devient grand et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, quand elles ont le mot renvoi, automatiquement, c'est une, comme on dit, chronique de mort annoncée et ça devient excessivement difficile. Merci pour cette très bonne, excellente introduction. Il y a encore beaucoup de questionnements, beaucoup de choses que j'ai envie de développer. Je pense que je vais commencer dans l'optique où, pour beaucoup de personnes qui sont nées au Canada ou qui vivent au Canada mais sans être réfugiés d'une manière générale, je pense que on n'a pas nécessairement une compréhension de ce que ça veut dire. Être demandeur ou demandeuse d'asile ou d'être réfugié. Et spécifiquement, surtout, je pense, quand on vit à l'intersection d'être aussi de la communauté LGBTQ+, je pense que surtout si tu es une personne trans, surtout si tu es une femme trans, par exemple, ou il y a différentes intersections d'identité dépendant de là où tu viens, etc. Donc, tout juste pour démystifier ça, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, moi, j'arrive, disons, on va prendre ça comme exemple, si moi, j'arrive en tant que, tu sais, j'atterris au Canada la première fois parce que pour X raisons, je me fais persécuter dans mon pays, je suis une personne LGBTQ, j'arrive et du moment que j'arrive, en fait, il se passe quoi? Entre le moment où j'arrive et le moment où une décision est prise, il se passe quoi dans le sens que il se passe quoi dans ma vie, un, et deux, il y a quoi comme ressources pour soutenir ces personnes pendant toute cette période. Je sais pas, Joseph, est-ce que tu veux y aller d'abord? Oula, c'est comme vous. C'est comme vous. Là, là, il se passe quoi? On a-tu le temps là? On a 5 mois pour en parler? Ouais, il peut se passer beaucoup de choses. Il se passe déjà beaucoup de temps, surtout actuellement depuis les dernières années. Il se passe beaucoup de temps entre, comme je disais tantôt, le fait de déposer une demande d'asile et l'audience. Il peut se passer plusieurs mois. Parfois même plus d'un an, parfois 2 ans. C'est arrivé que des gens attendent de 2 ans avant une audience qui ne garantit pas forcément que la personne sera acceptée comme réfugiée ou comme personne protégée, ainsi de suite, même s'il y a toujours des recours, comme a dit Lani. Il se passe du stress, de la détresse, parce que c'est pas vous que je vais l'apprendre. Le Canada, c'est quand même un des pays particuliers, même seulement sur le plan du climat, pour quelqu'un qui vient du Cameroun comme moi. C'est vrai que le climat, c'est pas tout à fait le même. Hein. Il y a beaucoup de ressemblances, mais le climat, c'est pas tout à fait le même. Donc, il se passe un stress d'adaptation à un nouveau pays, à une nouvelle culture. Il se passe une grande détresse liée à l'isolement dont Lani a parlé tantôt. L'une des premières causes, c'est l'isolement. On n'a pas un cercle d'amis, on est presque seul. Je laisse Lani continuer sur l'isolement. Oui, c'est vrai que je vais prendre l'isolement en premier, puis je vais faire un retour sur le début aussi. L'isolement pour les femmes, il est grand parce que j'en ai beaucoup aussi qui sont mamans et qui ont laissé, qui ont fui et qui ont laissé leur enfant à une tante, à une sœur, à la grand-mère, etc. Et qui n'ont des fois aucune nouvelle, parce que oui, il y en a qui ont laissé leur enfant, mais il y en a qui ont
où les enfants ont été retirés aussi, c'est-à-dire qu'elles ont perdu le droit d'avoir leurs enfants. Je ne dis même pas la garde, mais je dis juste le droit, simplement parce que. Donc, arriver ici, et puis arriver ici, elles arrivent aussi souvent dans leur culture. Elles vont rechercher, c'est normal, on recherche les pères quand on arrive. Donc, dans la culture, mais la culture n'est pas forcément ouverte à la partie LGBTQ+, de l'histoire. Donc, les gens savent souvent que vous êtes arrivés ici, qu'elles sont racisées. Je dis elles parce que la plupart des femmes que je vois se surnomment elles, c'est leur surnom pour la plupart. Donc, par respect, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de femme trans. Pas que j'aurais aimé, parce que je me dis, s'il n'y en a pas, c'est peut-être parce que c'est très bien pour elle. Donc, on ose comme ça, je suis très positive. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que quand on ne peut pas parler non plus au père de ce qui arrive, ça devient compliqué. Une chose que j'ai réalisée aussi, c'est que, veut pas, il y a un coming out qui est quasi forcé, parce qu'une fois qu'on arrive ici, le but, c'est aussi, on dit pourquoi on est là. Quand on veut la protection, on dit pourquoi on est là, quelque chose qui n'était à l'époque sur lequel on agissait, oui, mais auquel on ne mettait pas de mots souvent, nécessairement. Donc, ça devient aussi très problématique, un vocabulaire à avoir. Et est-ce que ces personnes-là, des fois, sont aptes à supporter le poids véritablement de ce que c'est qu'être LGBT à air ouverte? Pas sûr. Puis, je rebondis aussi sur ce que Joseph a dit, il y a le froid. Ça, c'est clair. Quand on arrive en été, il y a les festivals, c'est génial, c'est beau, on peut se fondre dans la masse. Quand on arrive en hiver, c'est plus compliqué. Quand on n'a pas nécessairement non plus les vêtements, c'est difficile. Il faut s'adapter. Puis, une autre chose aussi qui est, on n'y pense pas, mais à la vue des derniers événements de ce dernier mois et de ces dernières semaines, le racisme. Parce qu'on arrive, le Canada, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Mais on arrive avec quoi? On arrive avec sa couleur de peau, on arrive avec son accent, on arrive avec sa culture dans un pays qui est relativement blanc. Oui, qui est extrêmement multiethnique et multiculturel, et une chance parce que c'est quand même un beau pays à ce niveau-là. Mais il faut reconnaître les choses comme elles sont. C'est que quand on n'arrive pas toujours et nécessairement à pouvoir s'installer à Montréal en plein milieu d'une communauté qui est ouverte. Des fois, il faut s'expatrier. Je connais des personnes qui ont été obligées, pour une question de finances ou de choses ou de petit travail qu'ils ont trouvé, de se mettre en région, et des fois, ça devient compliqué. Donc, toutes ces petites choses-là, c'est beau quand on arrive à l'aéroport et qu'on arrive effectivement et on dit j'ai besoin, je recherche la protection du Canada, qu'on vous envoie Praïda, qu'on vous donne vos petits papiers, puis après Praïda, c'est beau, mais ils ont les mains remplies aussi. Fait il y a quand même de la débrouillardise à avoir. Quand tu n'as pas forcément, quand tu as une langue qui n'est pas nécessairement la même que celle où tu arrives, quand tu n'as pas de repères, tu n'as rien, tu connais quelqu'un parce qu'il connaît quelqu'un, parce qu'on t'envoie ici, parce que tu es passé par un passeur, etc. Ça aussi, c'est compliqué. Fait que oui, le stress, comme disait Joseph, et puis c'est le désarroi, je dis même plus le stress, souvent c'est le désarroi. Puis pourquoi je disais tout à l'heure, pour les hommes, oui, on en trouve beaucoup. Pour les femmes, la communauté est plus petite. C'est souvent difficile pour les femmes de trouver leur place. Moi, j'avoue qu'au CSL, j'ai à plusieurs reprises, ce sont des hommes qui sont venus et qui ont dit, je connais telle personne, est-ce que vous êtes capable de l'aider? Donc, je ne sais pas si Joseph veut rebondir sur autre chose, mais je lui laisse la parole. Oui, je vais pas rajouter à tout ce que tu as très bien dit sur les difficultés. Je vais essayer, moi, je veux rester positif. Alors moi, je vais pointer plus sur qu'est-ce qui est disponible.
Il y a les organismes communautaires. Moi, si je pouvais me faire un tatou, ce serait communautaire, surtout encore. C'est les organismes communautaires, c'est ceux qui portent tout ça, toutes ces détresses-là, il y a le Pride qui fait sa part, il y a le YMCA qui fait sa part, il y a aussi beaucoup d'organismes dans les quartiers qui donnent des vêtements, des paniers alimentaires, qui aident avec la garde des enfants. Donc ça, on aime souvent pointer ce qui ne va pas bien. C'est très loin d'être parfait, mais le rôle vraiment central des organismes est à noter. C'est les organismes qui permettent vraiment à la personne d'atterrir ou moins d'atténuer toutes les grandes difficultés, tout le déchirement qui est derrière ça. Parce que quoi qu'on puisse souvent penser dans les médias ou dans les gens, c'est pas de gaieté de cœur que quelqu'un quitte son pays, même si c'est un pays sous-développé ou du tiers-monde, utilisez ce que vous voulez, c'est pas de gaieté de cœur qu'on part de chez soi pour être aussi loin. Donc, il y a comme les organismes permettent un peu d'atténuer ces gros déchirements-là et d'accompagner les personnes dans un processus qui peut être très long et parfois déshumanisant parce que la bureaucratie est vraiment parfois très, très lente et presque inhumaine. Les gens sont des numéros de dossier tels. Il y a pas beaucoup d'accompagnement, même psychologique, sauf dans certains organismes qui réussissent à faire ça. Et tout l'aspect, je vais laisser continuer, et tout l'aspect, je parlais de bureaucratie, d'administration, il faut remplir une demande pour un permis de travail. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ça. Il faut remplir une déclaration de revenus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ça. Tout ce qui est lié aux garderies, et ainsi de suite. Il y a vraiment aussi une partie très, très administrative, toute une paperasse qui est facilité par les organismes communautaires et les pairs, quoi. L'entraide de un tel qui connaît un tel et qui le prend ou la prend sous son aile, ça aussi, c'est une partie très importante dans toute cette architecture. Oui, non, c'est exactement ça, en fait. Et Joseph l'a bien dit, on a tendance à mettre les points négatifs. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez positif quand même. Mais c'est sûr que les organismes font un travail exceptionnel en arrière. Mais les personnes aussi, c'est extrêmement génial de voir la résilience qu'ont ces personnes quand elles arrivent ici avec tous les obstacles. Nous, des fois, okay, effectivement, on a froid en hiver alors qu'on est là, on a la possibilité d'avoir un manteau, etc. Puis eux, ils se servent de ce qu'ils ont. Puis c'est de voir la manière dont ils ou elle voient ou elle voient le bout du tunnel. C'est l'envie, c'est l'adrénaline pour aller à cette audience qu'ils ne savent des fois même pas quand est-ce que va arriver. Mais justement, les organismes sont là derrière, puis l'investissement pour essayer de sortir un peu de la solitude. C'est pas toujours évident, mais même si moi de mon côté, on essaie d'organiser des rencontres, d'organiser un groupe avec des soirées films. Petite promenade, on est allé voir l'exposition de Barbie. C'est des choses, juste des petites choses minimes, mais ce sont ces petites choses minimes-là qui vont faire en sorte que l'isolement, parce que ça, c'est la solitude, c'est l'une des grosses choses. L'attente, c'en est une. Le stress et le désarroi, mais l'isolement et la solitude, c'est quand même assez fort. Donc,
il suffit simplement le bouche à oreille, de donner l'information, de donner une information. Moi, c'est vrai que là, je suis en train de travailler sur un guide justement pour avoir tout ça, toutes les petites informations qu'elles peuvent avoir dans les premiers moments où elles arrivent, du social, des petites choses toutes bêtes, des rabais par-ci, des choses qui leur permettent, comme tu disais tout à l'heure, des choses que peut-être qu'elles n'ont jamais fait dans leur vie. Mais si on te facilite avec une vulgarisation aussi, une vulgarisation des termes, ce qui est important, parce que un langage approprié, pas qu'il faut prendre, loin de moi de penser que les personnes qui arrivent sont plus bêtes que d'autres. Non, pas du tout. Par contre, comme je disais tout à l'heure, la barrière de la langue, la barrière des expressions, la bureaucratie n'étant pas la même, certaines choses, si on vulgarise, comme pour moi, pour vulgariser, c'est de la mettre à l'échelle de monsieur, madame, X, tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de problème. On se sent moins perdu. Je pense que quand on arrive à avoir quelque chose qui ressemble à tout le monde, entre guillemets, même si on n'aime pas ça trop, rentrer dans le moule, mais pour certaines choses, quand on arrive à la bureaucratie, comme tu disais tout à l'heure, c'est un numéro, on est un dossier, on n'est plus une personne. Ben non, mais moi j'ai quelque chose en face de moi qui me dit, ah, ben j'ai besoin de ça, je peux aller là, puis qui est entre guillemets personnalisé. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec les femmes qui viennent de me voir. C'est je personnalise. Tu n'es pas AD 365, là. Tu as un prénom. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton parcours de vie? Ton histoire? Je veux être certaine que c'est toi qui l'as écrite. Si c'est ton avocat qui l'a écrit, on va la retravailler ensemble avec tes propres mots pour que quand tu arrives à cette audience laquelle tu attends là, tellement, 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 ben, que ce soit tes vrais mots qui soient là. Puis à partir de là, ben, quand tu permets à la personne d'utiliser ses vrais mots, peu importe où elle va aller pour pouvoir se débrouiller, même si elle ne l'a jamais fait, ben, elle va être beaucoup plus à l'aise parce qu'on lui a donné cette chance-là. Puis, c'est ça. Merci, merci, merci pour ces réponses très, très riches. Alors, ma prochaine question, en fait, j'ai beaucoup apprécié comment est-ce que vous avez parlé, en fait, de tout ce qui se passe sur le terrain, tout ce qui se passe dans le grassroots, les organismes, l'entraide, les communautés qui se tissent, etc. Tu sais, qui a beaucoup de valeur, qui est très important. Mais historiquement, c'est que ça, en fait, c'est que le soutien dont ont besoin des réfugiés, si ça ne vient pas de l'initiative des communautés ou l'initiative du monde communautaire, ça n'a pas lieu. Donc ma question, c'est pour vous, quel genre de changement structurel au niveau institutionnel, au niveau du gouvernement, quel genre d'agence, quel genre d'institution, de quoi est-ce qu'on a besoin pour pouvoir en fait accueillir les réfugiés au Canada? Vas-y, Lani. Je vais commencer parce que il y a quelque chose qui, moi, m'horripile, mais foncièrement. Euh, c'est comment dire ça sans paraître méchante? On va essayer de trouver et être diplomate. Tu vois, les monuments qui sont à la tête des commissaires là, qui sont là depuis très longtemps, qui ne veulent rien entendre du changement, qui sont à 2 doigts de leur retraite, qui n'en ont absolument rien à faire de la petite femme qui arrive de son patelin de quelque part en Afrique. Parce que pour lui, beaucoup d'entre eux, je ne citerai pas ce que j'ai déjà entendu en audience, mais qui pensent que, tu sais, qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter au Canada? Elle n'a pas de travail, elle n'a jamais fait, encore toujours si elle a un diplôme. Tu sais, quand tu regardes le papier comme ça, puis au lieu d'écouter ce qu'elle dit, là, que tu te poses la question si c'est un vrai ou un faux, ben, que ces personnes-là qui sont là, qui prennent la décision, mettez-les une journée ou deux en formation avec véritablement des personnes communautaires qui fonctionnent. Je ne dirais pas nécessairement forcément des personnes racisées, mais je parle des gens qui ont une expérience peut-être terrain, une expérience émotive, des personnes, des demandeurs d'asile
sans réfugiés, des personnes réfugiées, des personnes qui ont un parcours, pas juste des bureaucrates ou des personnes qui ont des universitaires et qui t'expliquent par A plus B ce que c'est que de fonctionner et qu'un réfugié, on va écrire une nouvelle loi. Non, on va s'asseoir avec des personnes, comment te traiter, comment te parler, qu'est-ce qu'on peut te dire, tu as subi un trauma, non, je ne vais pas enfoncer le couteau dans la plaie et puis vouloir que tu racontes ton trauma parce que moi, je veux avoir le fond et comprendre si c'est vrai ou pas pour m'assurer que oui, tu as vraiment été en danger ou persécuté ou que tu es vraiment homosexuel ou une personne trans, etc. Non, un langage commun. Pour moi, ça, il faut changer. Il faut changer les bases. Il faut arriver à avoir un côté humain, pas un côté bureaucrate, pas j'applique la loi à la lettre. J'ai en face de moi un être humain, je suis un être humain. Oui, je comprends qu'il faut que tu fasses ton travail et que tu arrives à défaire le vrai du faux, mais d'avoir déjà un côté humain et de ne pas arriver en disant à la personne, je ne te crois pas de toute façon, ton récit, j'ai du mal à comprendre, il va falloir vraiment que tu travailles pour que tu me crois, pour que je te croie. Quand on commence comme ça une audience, ça part mal pour quelqu'un qui a déjà vécu énormément de choses. Par contre, quand on arrive et que les personnes en face voient et disent, écoute, oui, j'ai lu ton histoire, oui, je connais le dossier, je me suis vraiment beaucoup informée sur ce qui se passe dans ton pays, mais toi, là, maintenant, sans nécessairement avoir véritablement juste ton histoire, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu vis? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont véritablement toutes tes peurs? Pas juste se fonder sur une histoire et de dire pourquoi j'ai écrit cette phrase-là. Ouais, mais cette phrase-là ne concorde pas avec l'autre, etc. Pour moi, le côté humain, un peu comme le communautaire, de changer ça, d'arriver à former, puis de former sur la question LGBTQ+. On ne va pas se leurrer. Beaucoup sont des personnes cis, blanches, hétéros et qui ont, je ne vais pas faire d'agisme, mais encore une fois, ce sont des personnes qui ont un vécu, qui n'ont pas nécessairement un renouvellement de formation. Quand on a ça en face de soi et qu'on est, que ce soit une personne racisée ou une femme, donc on arrive à des intersectionnalités qui sont quand même assez grandes et qu'on a une personne avec, en plus de ça, une autorité en face de nous, un plein pouvoir et une question de vie ou de mort, ça peut être vraiment, vraiment extrêmement traumatisant comme expérience. Donc, quand on arrive et qu'on a un côté humain, je pense que ça devrait être vraiment quelque chose qui doit être travaillé. Euh, c'est vrai, ce côté humain, mais il faut noter que sur ce qui est de la question orientation sexuelle, identité de genre, il y a même des lignes directrices existent pour les commissaires. Il y a des lignes directrices, mon organisme à agir, à contribuer à créer des lignes directrices, mais il y a clairement un décalage entre les lignes directrices et la pratique et la pratique des humains sur le terrain, tout ce côté déshumanisant dont j'ai parlé tantôt que tu as si bien développé, c'est ça. Parfois, les histoires sont vraiment les personnes qui sont passées à une audience peuvent avoir des histoires parfois traumatisantes de mépris, de rejet, même si on a dit tantôt qu'on restait dans une partie un peu optimiste. Il y a aussi, moi je me rappelle, une des dernières conversations que j'ai eues avec une personne, une femme d'ailleurs, et elle me disait que la commissaire aussi, qui était une femme donc, lui a dit, mais toi, quand j'ai lu ton histoire, si je savais comment t'envoyer la décision sans que tu ne viennes même à l'audience, je l'aurais fait. Ton histoire m'a convaincu, en guillemets. Donc, c'est ça, il y a toujours ce fameux fardeau de la preuve. Il y a encore beaucoup de stéréotypes.
on s'attend à ce qu'un homme gay soit d'une certaine façon, soit peut-être flamboyant aussi. On s'attend à ce que, ben, pourquoi tu as des enfants alors que tu es gay, blablabla. Donc, il y a encore, on lit les questions LGBT à l'aune, à la sauce occidentale pure. On ne sait pas que dans d'autres pays, il y a des gens, on peut bien être marié avec une femme hein, et ne pas être forcément hétérosexuel, ainsi de suite. Des femmes, il y a des femmes qui ont été dans des relations, mais sans être hétéros, parce qu'il y a un contexte social. C'est pas tout le monde qui peut complètement balayer ça d'un revers de la main et dire non. Parfois, les gens composent avec leur environnement. Et quand ça se gâte, comme on dit dans mon pays au Cameroun, les personnes sont obligées de fuir. Donc, ce qui peut être amélioré, c'est vraiment ça, cette perception-là auprès des gens qui peuvent prendre la décision c'est quand même une décision importante de décider qui est persécuté, qui a droit à la protection ou pas. On est, nous, les gens du communautaire, on est des idéalistes. On aimerait que tout le monde soit, on n'en est peut-être pas là, mais vraiment un peu plus d'humanité, un peu plus de considération et aussi comprendre aussi les choses dans leur contexte. J'ai des collègues qui m'ont dit qu'il y a des pays, par exemple, qui sont comme blacklistés. Je ne sais pas si je pourrais dire comme ça. On dit, oh, tel pays, non, beaucoup de gens mentent, disent qu'ils sont gays alors qu'ils ne le sont pas. Alors, quand tu viens de ce pays, quoi qu'il se passe, t'es déjà quoi, coupable avant d'être innocent. Donc, on ne te croit pas. Tu devras vraiment être très convaincant quand tu viens de ce pays. Certaines orientations sexuelles aussi, douteux, bisexuel, mais si tu es bisexuel, tu peux pas être en danger puisque tu peux aussi aller avec le sexe opposé, ainsi de suite. Donc, il y a encore beaucoup de mythes à défaire. Moi aussi, moi, là où je voulais, au-delà des commissaires seulement, un problème d'éducation, et là, les leaders politiques des différents paliers de gouvernement, du gouvernement fédéral, doivent faire plus que ce qu'il fait. Il fait déjà assez, là. Moi, je ne veux pas être là, celui qui va critiquer un gouvernement qui est quand même ouvert, qui tend l'oreille. Ils font déjà assez, mais ils peuvent mieux faire dans la communication, à éduquer les gens, à dire non, c'est pas tous les milliers de personnes qui viennent, qui sont acceptées, qui ont 5 000 $ par mois. Ils ont des trucs à défaire. Le gouvernement du Québec actuel, on ne peut pas dire qu'il prêche beaucoup par l'ouverture. On a vu que le ministre de l'Immigration passé a eu des propos très condescendants. Je reste poli, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Même le Premier ministre a parfois eu des propos très condescendants, genre on ne peut pas accueillir tous les réfugiés de la terre, ainsi de suite. Ça s'ajoute pour les personnes qui sont dans ce processus-là et ce n'est pas facile. Oui, ben écoute, finalement, tu as quand même dit ce que je voulais dire. Donc, tu vois, en t'écoutant, j'en ai perdu un peu mes mots. J'ai volé tes idées, là. Exactement. Je pense que ça veut dire qu'on est sur la bonne, on est sur la bonne voie pour, si on doit s'asseoir pour arranger les choses, on va bien s'entendre. Mais c'est vrai que c'est toujours, il faut commencer par le plus haut. Bon, le plus haut, est-ce qu'on va y arriver? On ne sait pas, mais c'est vrai que il y a toujours du travail. Mon problème, il est là, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des lignes directrices, mais pourquoi ces lignes directrices-là ne sont pas nécessairement mises en pratique? Oui, je vais toujours essayer de regarder le côté positif.
tous les commissaires ne sont pas comme ça. Je suis déjà tombée sur des perles. Mais je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Une dernière chance, qui est un documentaire aussi extraordinaire, qui parle de parcours de différentes personnes réfugiées. Et on voyait qu'il y avait des commissaires où qu'il y avait 99% de non. Tu sais, c'est comme à un moment donné, mais comme tu disais tout à l'heure, pourquoi quand on regarde certaines choses, c'est parce que certains pays ont automatiquement déjà un X dessus. J'ai énormément, quand on prend un pays comme le Nigeria, par exemple, c'est un pays blacklisté. Il faut faire un travail énorme. Il faut faire un travail énorme avec, moi je fais un travail énorme avec les femmes qui viennent, j'en ai beaucoup qui viennent du Nigeria et on leur dit déjà, ça va être difficile parce que certaines personnes aussi, quand elles viennent du Congo aussi, beaucoup. Pourquoi? Parce que encore une fois, il y a des idées reçues sur tout, il y a plein de choses. Et puis, quand les personnes bisexuelles, il faut vraiment faire un travail là-dessus. Parce que, comme disait Joseph, c'est le côté, ben, tu n'as qu'à, mais si tu as, entre guillemets, si tu es un homme, tu n'as qu'à aller avec une femme, ça va régler tous les problèmes. Ça va régler tous tes problèmes. Si tu es avec une femme, ben, tu n'as qu'à rester avec ton mari. Pourquoi tu as besoin d'aller? Mais non, là, tu cherches les problèmes. Ça, j'ai déjà entendu. Tu cherches les problèmes. Mais je pense que toutes les lignes directrices, faudrait s'assurer, comme nous, on doit faire la preuve, entre guillemets, qu'on est homosexuel. Je dis homosexuel, mais toute la gamme LGBTQ+. Mais faites-nous aussi. Nous, la preuve que vous avez suivi les lignes directrices, puis que vous n'êtes pas des tatanes à deux balles qui ne réfléchissez pas avant de parler. On vous a donné quelque chose, appliquez-la. Vous voulez appliquer les lois, mais appliquez aussi ce qu'on vous a donné. Comme ça, on arrivera à un juste milieu, puis peut-être que au plus haut, on va se dire, ah, wow, mais nous aussi, on va travailler pour que ce soit bien, parce qu'on sait comment le gouvernement aime bien paraître, mais c'est comme ça, là. Si on arrive à tous bien paraître, ça va aller parfaitement bien. Merci pour ces interventions. Encore une fois, tellement riches. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, Lani, ce que tu disais un peu plus tôt par rapport à l'humanité. En fait, tu sais, parce que je pense que c'est, de manière générale, c'est une grosse réflexion par rapport à la relation à l'État, à la relation aux institutions. C'est une question qui se pose toujours, surtout chez les communautés marginalisées. Et je trouvais que cette image que tu as offerte, qu'en fait, que les valeurs humaines, en fait, que ce soit la relation humaine au lieu de la bureaucratie qui reviennent, qui soit la force en fait qui nous connecte en tant qu'humain, en tant que citoyen, citoyenne, en devenir, peu importe. J'ai trouvé ça très très fort comme image, comme valeur. Je pense que j'ai beaucoup aimé ça. Et Joseph aussi, je pense que tu as aussi dit quelque chose de très pertinent aussi par rapport à la lecture, en fait, ce que j'appelle la lecture ou la compréhension de ce que ça veut dire être LGBTQ+, dans ce sens-là, parce que c'est vrai, il y a tellement de manières décoloniales d'être LGBTQ+, il y a tellement d'autres genres qui ne sont pas ni hommes, ni femmes, ni non-binaires, tu sais, il y a dans d'autres cultures, y compris chez les peuples autochtones du Canada. C'est ça aussi, c'est pareil, que ce soit chez les peuples autochtones du Canada ou d'autres lieux qui ont été colonisés, le contexte est différent. Oui, tu peux être gay et être marié et avoir des enfants, tu sais. Et donc, c'est vrai aussi que cette compréhension de qui est le réfugié et dans ce cas-ci, qui est la réfugiée LGBTQ est quand même d'un point de vue occidental, d'une narration coloniale. Et je pense que c'était un point très très fort. J'ai beaucoup apprécié ce point-là aussi par rapport à comment est-ce que les différentes manières d'être dans la variété de genres et de sexualité qui peuvent exister dans d'autres cultures, d'autres pays, d'autres histoires ne se traduisent pas au Canada. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins légitimes dans ce sens-là. Une des questions aussi que j'ai pour vous, en fait, on a touché là-dessus, on a un peu tourné là-dessus, mais là, j'aurais aimé un peu plonger un peu plus. C'est lié au statut de réfugié, en fait. Il y a toujours la question du récit.
la question de la narration, dans le sens que il faut que je donne mon histoire. Il y a toujours il faut que je donne mon récit, il faut que je raconte. Il y a toujours une narration. Donc, ce que vous tous les deux vous avez appelé la preuve. Donc, il faut que je prouve dans ce sens-là que je suis une personne qui puisse avoir le statut de réfugié. Et je voulais discuter de ça un peu plus parce que souvent, justement, lié à cette notion de narration, en fait, de récit, c'est qu'il y a déjà beaucoup de traumatismes, il y a déjà beaucoup de silence, il y a déjà beaucoup de violence par rapport à nos propres histoires. Et ensuite, quand tu arrives en tant que réfugié, il te faut raconter cette histoire une première fois, il te faut la raconter une deuxième fois, il te faut la raconter une troisième fois, il te faut perpétuellement raconter tes traumatismes en fait. Et je voulais savoir, ben, comment est-ce que vous voyez cette pression, cette obligation en fait de raconter ces traumatismes pour pouvoir être considéré comme valide dans son statut de réfugié. Et c'est quoi votre perspective sur cette partie du récit? Sur cette partie, c'est l'une des parties les plus compliquées. Raconter son traumatisme continuellement. C'est même pas seulement au commissaire. Au commissaire, c'est déjà autre chose, mais même dans sa vie de tous les jours, parfois au travail, parfois avec des amis, les nouvelles communautés qu'on se fait. Chaque fois, il y aura toujours cette question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Disons-le comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Et ça prend de dire, oui, en fait, moi, là, j'avais été arrêté dans mon pays, j'ai fait des jours de détention, si de suite, je suis parti là. Ça, c'est l'une des parties les plus difficiles dans ce cheminement de raconter son histoire à répétition et à des acteurs différents. Il y a aussi quelque chose qu'on aurait peut-être pu mentionner au début, qui était la relation de certaines personnes, de certains réfugiés qui viennent ici, certaines personnes qui demandent l'asile, la relation avec les autorités étatiques, par exemple la police, l'administration dans leur pays. Ce sont des relations très conflictuelles où c'est pas la coopération, où il y a un rapport vraiment d'autorité extrême. Donc, ça fait que les personnes arrivent ici avec les traumatismes, parfois peut-être liés à la police et toute forme d'autorité qu'on voit ici, on l'assimile un peu à la police, on l'assimile au truc et ça rajoute. Donc, la question le point sur raconter son traumatisme à répétition, pour moi, euh, c'est l'un des éléments les plus destructeurs, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, parce qu'avant que d'arriver même à l'audience, au commissaire qui ont pouvoir de décision, parfois c'est avec les gens dans la communauté, Lani le disait tantôt, la communauté culturelle. Comment tu t'ajustes là? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Il y a comme un processus continuel d'invention ou de modification du récit par peur même d'être exclu, en guillemets, de sa communauté. Il y a la communauté LGBTQ plus mainstream, si tu prénom, disons-le comme ça, où là aussi tu devras raconter, tu viens dans un organisme pour la première fois, tu devras raconter comment, parce que parfois le voyage même qui a conduit ici en lui-même est déjà aussi au-delà de l'histoire qui t'a permis de partir d'un point A à ici. Même le voyage en lui-même est aussi déjà toute une autre histoire de péripéties, de déchirements, d'éléments
vraiment lourd, violent, traumatisant. Tu continues, tu dois raconter là à tel organisme, tu dois raconter à l'autre organisme, tu dois raconter à tel, tu dois même peut-être raconter au propriétaire du logement que tu dois louer. Puisque si tu lui montres, il va te demander tes pièces d'identité, tu vas lui montrer le document du demandeur d'asile. Ah, mais pourquoi? Parfois, c'est des questions aussi comment, innocentes. C'est pas toujours, c'est pas toujours avec le but de faire mal ou de blesser. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois raconter là. Tu te fais de nouveaux amis, un chum ou une blonde. Tu dois, tu dois raconter. Tu arrives à l'audience où il y a déjà une barrière, le doute. Tu dois raconter et convaincre. Pour moi, je répète là, c'est l'un des éléments les plus éprouvants dans ce processus. Se raconter les traumatismes sans cesse, c'est très difficile pour les gens. Oui, effectivement, j'ai cru entendre un peu ce que disait Joseph et pour moi, c'est la partie la plus dure, c'est de devoir sans cesse répéter et répéter. Et en fait, la répétition parfois donne ce sentiment d'apprentissage. Arriver à l'audience, parce que à force de répéter la même chose tout le temps, c'est comme un texte qu'on apprend, même si c'est ton histoire, mais c'est comme un texte que tu apprends. Donc, les commissaires aussi, des fois, jouent avec ça. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est à force, ça a quand même c'est quand même deux poids deux mesures parce que d'un autre côté, ça permet de le travailler aussi sans même nécessairement le remarquer. Ben, certains traumatismes sont travaillés aussi à force de le répéter au départ. Quand elles le disent, ben, c'est juste ça m'est arrivé. À force de le répéter, surtout à force pour travailler l'audience, ça m'est vraiment arrivé. Il faut que j'arrive à passer par-dessus, mais pas juste pour l'audience, mais concrètement. Après, c'est toute cette répétition-là, j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression que oui, ça travaille, mais c'est encore une fois, c'est la blessure, puis on le dit à qui? Ce sont des choses intimes qu'on donne à qui veut l'entendre. C'est-à-dire que à l'agent d'immigration, oui, d'accord, ce sont des gens importants sur notre parcours, mais dans la réalité, est-ce que les gens autour racontent aussi souvent quelque chose d'aussi intime? Non. Parce que faut voir ce qui est. Pour beaucoup de personnes, c'est une question, oui, de genre. Le genre, c'est visible, qu'on soit un genre X, qu'on soit monsieur, madame, etc., trans, c'est visible. Est-ce que c'est intime? Ça peut rentrer, mais c'est quand même le visuel. Par contre, quand c'est véritablement sur une question d'homosexualité ou de sexualité, c'est intime de dire à quelqu'un, ben, c'est parce que je suis homosexuel. Ben, comment on a découvert que tu es homosexuel? Qu'est-ce qui a fait que... Donc, c'est toute une partie qu'on n'a pas nécessairement envie de donner, surtout quand on a des traumatismes qui ont été liés à ça. Des viols, des agressions sexuelles, l'étalage de photos, l'étalage de vidéos, ce sont des choses qui arrivent à ces personnes-là. Puis quand il faut le raconter, c'est s'exposer, se mettre à nu encore une fois à des gens qui n'ont pas à connaître cette partie de vie privée. Donc moi, je trouve que raconter le récit, et puis quand c'est pas leurs mots, en plus, donc moi j'ai cette partie-là où j'ai des fois des avocats qui peu scrupuleux parce que ben, ce sont des avocats qui sont de l'aide juridique, on va le dire. Des fois, j'ai lu des romans pornographiques. Je vais le dire franchement, bon,
j'ai lu des romans pornographiques où j'ai 3, 4, 5 filles qui ont les mêmes avocats et c'est les mêmes histoires. C'est-à-dire que ça commence par « Oh oui, c'était beau, on était sous la douche. » Je vous laisse imaginer le scénario hein, ça peut donner. Et là, j'ai la personne en face de moi qui est extrêmement mal à l'aise par sa propre histoire. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et quand on demande à cette personne-là, ben, raconte ton histoire, et ça devient encore plus difficile. Ça devient encore plus difficile parce qu'elle a l'impression qu'elle doit raconter ça, qui n'est même pas ses mots. Donc, quand tu le racontes à plusieurs personnes, ça fait mal. C'est un trauma qui se rajoute à ce qui est déjà là. Joseph a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, le voyage, le récit du voyage. Je parlais de passeur tout à l'heure. Quand ces personnes-là, je ne me permettrai jamais de parler pour les hommes parce que c'est vrai que j'ai quelques petites informations, mais c'est beaucoup moins mon domaine. Donc, c'est que il faut les payer, les passeurs. Il faut les payer, ça peut coûter très cher. Et ben, comment les femmes les payent? Comment les femmes arrivent, pas les payent eux, mais comment les femmes arrivent à avoir cet argent-là des fois? On n'est pas obligé d'avoir fait l'ENA pour comprendre très rapidement ce qui se passe. Donc, quand ce sont des femmes qui ont déjà vécu de l'abus parce que certaines ont été mariées, étaient avec certains maris violents, pas toutes, mais certains, quand elles ont été violées, agressées parce qu'on a découvert, et je parle de viol collectif et correctif pour certaines, mais que le meilleur moyen de faire de l'argent le plus rapidement, c'est encore une fois d'utiliser une sexualité qui n'est pas la tienne. On va le dire aussi comme ça. Parce que même si tu es bisexuel, c'est une sexualité qui n'est pas la tienne, d'aller exclusivement et d'utiliser ta sexualité pour faire de la prostitution. On s'entend qu'il n'y a pas, quand ce n'est pas un métier qui est le tien, regarde, pour moi, il n'y a pas de sous-métier, ce n'est pas un métier déshonorable quand il est bien fait, on va dire les choses. Quand ce n'est pas le tien, là aussi, ça devient un trauma. Quand tu arrives ici, et à part des passeurs, je ne sais même pas où c'est que tu arrives, on te donne ton billet, tu arrives ici, on te dit que tu arrives au Canada et qu'il faut donner l'information à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce qu'il y en a, oui, qui disent la vérité, arriver sur le pays. Il y en a qui rentrent malgré tout sans le dire, puis après vont faire les papiers. Mais il y en a qui ont tellement la boule au ventre qu'elles arrivent et qu'elles le disent. Puis quand elles viennent de certains pays, comme on disait tout à l'heure, les pays avec un X, elles sont détenues. Il y a tout ça aussi. Puis ton récit, qui était ton récit de vie, qui était celui qui t'a permis de sortir, devient ton récit d'emprisonnement. Alors, ton récit qui était caché au départ, eh ben, il devient ton récit de fuite et de sortie. Mais quand tu arrives ici, il devient ton récit d'emprisonnement. Une fois que tu es sorti, et je dis d'emprisonnement parce que c'est ça, même si on dit c'est juste le centre pour s'assurer, pour pouvoir faire en sorte que ton identité soit reconnue, etc., ben, c'est un emprisonnement pareil pour n'avoir rien fait, encore une fois. Et quand tu finis par sortir, ce même récit qui est devenu ton emprisonnement devient ton récit pour arriver à enfin espérer. Donc, il devient ton récit d'espoir. Mais ton récit d'espoir, si tu remarques bien, il est déjà tellement teinté que quand il arrive au bout, donc quand je dis au bout, donc à l'audience, ben, faut que tu sois solide. Faut que tu sois solide. Ben, tu sais quoi, moi je leur dis justement, cette solidité-là, lâchez-la aujourd'hui. Lâchez-la. Lâchez-la parce que si vous êtes trop solide, ça va justement ressembler simplement à un récit appris. Moi, je veux un récit qui soit vrai. Donc, utilise toutes les teintes, toutes les différentes teintes. Puis là, tu vas arriver à ton arc-en-ciel. Hein? Arrive à ton dernier panel de ton arc-en-ciel. Puis laisse aller. Puis je crois que c'est vraiment, on revient à l'émotivité. L'émotion, c'est d'aller avec toi, les mots,
tes mots, c'est très important. Mon problème avec celles qui ne parlent pas nécessairement français, c'est qu'elles ont un interprète français ou anglais, ou peu importe la langue dans laquelle ces personnes ont choisi de faire leur audience, c'est que l'interprète, tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'elle fait, ou tout ce qu'elle fait, c'est interpréter, faire passer. Il n'y a aucun message qui passe. Il y a une voix qui sort, mais le message ne passe pas. Et parfois, la traduction, ben, on ne sait pas qui est. L'interprète peut être quelqu'un avec des croyances qui ne sont pas les mêmes que les leurs, quelqu'un avec, la personne est censée être neutre, mais traduire quelque chose qui parle d'LGBTQ+. Quand on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudrait aussi améliorer? Il y a ça. J'ai vu des interprètes, je ne comprends pas nécessairement la langue, mais j'ai vu des interprètes mal à l'aise de dire certaines choses. J'ai vu des interprètes qui ne traduisaient pas correctement parce que la personne a essayé de lui répéter non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Donc, quand on a un récit qui est déjà, je dis même pas nécessairement douloureux, mais qu'il faut raconter, puis que il y a déjà tout ça de teinte est arrivé là. Je t'allais juste imaginer ce que ça peut être comme lourdeur de plus. Merci, merci, ouais, merci de nous partager ça aussi de manière très nuancée. Mais aussi, merci pour tous les exemples que vous avez ramenés. Je dois dire, c'est les petits moments où vous avez ramené les exemples. Parce que je pense que c'est ça aussi, c'est que souvent, on a une idée de la réfugiée dans notre tête qui est tellement un cliché, mais en fait, c'est multiple. En fait, c'est multiples expériences. Donc, il y a pas la même narration, c'est pas le même récit. Chacun revient avec ses histoires. Et je trouvais ça ouais, très riche, bah, surtout pour les personnes qui peut-être pour la première fois entendent parler des réfugiés de cette manière. Je trouvais ça très riche. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps, donc on en est à la dernière question. Et la dernière question que je vais quand même laisser ouverte pour vous, comme ça que vous pouvez prendre cette question dans la direction dans laquelle vous voulez. Mais un peu plus tôt, ben, on a parlé d'éducation de différentes manières. Joseph, tu as parlé de l'éducation en fait des commissaires, etc. Ben, ma dernière question, c'est par rapport à si vous avez un dernier mot pour les gens qui nous écoutent en ce moment. En fait, si vous avez c'est quoi votre message en fait pour les gens qui nous écoutent en ce moment? Lani, tu peux commencer? J'aime beaucoup la flambe, la main qui passe. Si j'avais quelque chose à dire aux gens, oui. Joseph a dit quelque chose qui est très important et que les gens n'ont peut-être pas cette notion, c'est que les gens quittent un pays bien malgré eux. Ils quittent les gens d'un pays, ils quittent les mauvais traitements d'un pays, mais ils ne quittent pas leur pays de gaieté de cœur. Ce n'est pas une immigration comme toutes les autres. Donc, l'idée qu'ils viennent prendre votre place ou etc., comme on va rentrer dans les clichés au fur et à mesure, je vais les changer, mais essayez de vous mettre à la place de quelqu'un, simplement, on vous dit, du jour au lendemain, tu habites chez toi, tu as ta maison, tout est beau. Du jour au lendemain, on te dit, ben, ah ben désolé, on va raser le terrain parce que quelqu'un a acheté le terrain, puis il faut que tu sois délocalisé. Comment tu vas te sentir? Ben, quoi, moi, tu vas te sentir vraiment étrange. Tu vas devoir tout te ramasser, hop, sur un dizaine, te revirer sur un dizaine rapidement parce que quelque chose vient de te tomber sur la tête. On t'a déraciné. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui est réfugié, cherchez à savoir qu'est-ce que cette personne a fait sans nécessairement rentrer dans son histoire. Mais si elle vous dit qu'elle est demandeuse d'asile ou qu'elle est réfugiée, mais je vais revenir encore à mon côté humain. C'est peut-être un côté idéaliste, mais je crois qu'on l'a vu ce qui se passe avec la COVID. Sur un dizaine, on a réussi à se revirer très rapidement pour que le monde entier, on ne parle pas juste du Canada, que le monde entier arrive à fonctionner. On demande à 2-3 individus d'être réfléchis et réalistes en se disant, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de
de gros n'est pas réfugié qui veut. Et puis, ce n'est pas juste comme ça parce que j'ai décidé. Si je décide, ben, je passe par tout un processus. Puis, je serai probablement dans une moins grande précarité. Fait que juste accueillir ces personnes-là, dès que vous pouvez, ben, alors accueillez-les, offrez-leur des choses sans faire de la charité, c'est très important. Ne soyez pas condescendants sans faire de la charité. Trouvez les bonnes manières, les bons endroits. Tout le monde pratiquement maintenant a Internet. Si vous n'avez pas Internet, il y a le dehors, chercher les informations. C'est un geste, chaque petit geste, c'est simple. Il y a des familles, parce que ce sont des personnes comme vous et moi. On ne sait pas ce qui peut arriver au Canada. À un moment donné, vous aussi, n'importe qui peut se retrouver dans une situation, on croise les doigts, on touche du bois, mais les réfugiés, les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui ont vécu des choses et je ne crois pas qu'il y ait une personne qui pourrait lever la main en disant je n'ai jamais rien vécu dans ma vie. Je ne pense pas qu'il faille quantifier ou qualifier la force de chaque chose que les gens ont vécu, mais moindrement, vous avez vécu quelque chose, vous savez que ça fait mal, vous n'avez pas nécessairement envie qu'on joue dedans. Mais les réfugiés, c'est un peu la même chose. Prenez-les comme des personnes et au lieu d'essayer d'aller jouer dans le bobo, essayez de faire en sorte que ces personnes-là soient le mieux accueillies possible. Puis ça commence par le voisin, ça commence par l'information. Et comme on disait tout à l'heure, c'est l'éducation populaire, c'est l'éducation de tout un peuple, c'est l'éducation de tout un chacun. Et si vous ne savez vraiment pas ce que c'est, ben c'est simple. Allez simplement prendre une définition, regardez, ouvrez, posez simplement la question autour de vous ou si vous trouvez quelqu'un de réfugié, dites, est-ce que vous êtes un réfugié ou un demandeur d'asile? Puis là, vous allez pouvoir diriger parce que de connaître ces deux choses-là, ça permet de diriger les gens au meilleur endroit. Bah, elle a tout dit, hein. Moi, je peux rentrer. Oui. Je veux d'abord que les personnes sachent que quand une personne LGBTQ demande l'asile au Canada, arrive ici, et même les personnes, allons dans l'optimisme, les personnes qui sont déjà réfugiées, acceptées, ça ne signifie pas forcément que la personne est déjà libérée, que la personne vient d'un monde de barbares. Et au Canada, l'un des pays les plus ouverts, oui, c'est vrai. À Montréal, une ville vibrante et tout, une ville parfois très accueillante, au côté africain même, tout le monde est prêt à aider, c'est vrai, mais ça n'enlève pas pour autant toutes les autres difficultés qui restent présentes pour les personnes. On a parlé tantôt d'intersectionnalité sans la nommer, le fait que les personnes doivent appartiennent au moins à trois groupes différents où il faut tout le temps se positionner, se repositionner, s'inventer, s'ajuster. C'est un ajustement permanent des personnes qui auront laissé une partie importante de leur bagage derrière, qui doivent vivre sur plusieurs fuseaux horaires parce qu'il y a le pays, il y a ici, il y a vraiment beaucoup de choses encore. On peut être fier de ce que le Canada fait sur le plan international, du rôle qu'il joue, mais ça n'empêche pas d'en exiger encore plus, de demander encore plus aux élus, de demander parfois plus d'informations, plus d'éducation. Les personnes, les membres des communautés LGBTQ, oui, doivent accepter aussi de s'informer, de s'éduquer sur cette question des réfugiés LGBTQ+. Moi, avec mon organisme Agir, on avait participé à la journée communautaire en prélude à la fierté.
et quelqu'un m'avait demandé, c'est-tu toujours aussi facile pour les personnes LGBTQ d'immigrer au Canada? La personne ne voulait pas me blesser. Je pense que non. Avec mes muscles, la personne savait que je pouvais me fâcher. Non, je pense que c'était simplement, c'est une question de perception. Les gens n'imaginent pas toutes les barrières à l'immigration qui existent, à l'immigration, disons-le, pour faire plaisir à la majorité, comme ils disent, toutes les barrières à l'immigration légale. Comment c'est difficile pour avoir un visa quand on est une personne LGBTQ dans un de ces pays du tiers-monde, comme on dit. Comme toutes les barrières qu'il y a à pouvoir voyager, parfois même dans certains pays, pouvoir seulement avoir un passeport relève du parcours de combattants. On attend des années. Donc, il y a moi, mon principal point sera ça, d'éviter de penser que quand on est ici au Canada en tant que personne réfugiée ou immigrante LGBTQ, on est libéré, ça y est, on est au paradis. Non, beaucoup de nuances s'appliquent. On est certes dans l'un des plus beaux pays du monde. Moi, je vais faire mon démago là, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il n'en demeure pas moins que dans les organismes, il y a encore beaucoup de travail à décoloniser. Je reprends ton terme là, comment à décoloniser même les pratiques, même les conceptions, même les visions du monde. Le coming out, c'est pas partout, c'est pas tout le monde qui doit faire son coming out comme tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut se draper sur l'arc-en-ciel comme ça. Est-ce que c'est en se drapant sur l'arc-en-ciel qu'on n'est plus... Est-ce qu'il y a un coefficient d'homosexualité, entre guillemets, plus fort chez l'un ou chez l'autre, selon qu'on est le plus ostentatoire? Bon, ça bon, je vais continuer à philosopher jusqu'à demain, simplement pour dire qu'il y a du travail à faire en nous, là, entre nous, dans les quatre murs, là, nous-mêmes, nous dire des choses, nous dire des vérités en face, essayer aller vers cette ouverture-là, comprendre que ben, au-delà de l'orientation sexuelle, les gens ont d'autres attentes même. Les gens, il y a la question de la fameuse session de reconnaissance des acquis et ainsi de suite qui frappe aussi les personnes LGBTQ comme elles frappent les autres. Il y a plein d'autres questions et je vais chuter sur quelque chose. Moi, j'avais remarqué pendant la campagne électorale, moi, je suis très politisé et en plus, on ne peut pas défendre les droits des personnes LGBTQ sans faire de la politique. Ça, ceux qui disent ça, c'est vraiment qu'ils nous prennent pour des cons. J'aime pas qu'on me prenne pour un con, là. Et tout. J'avais entendu Maxime Bernier dire ceci, ben, les réfugiés, il y en a trop, mais les réfugiés LGBTQ, oui, ça va, parce qu'eux, ils sont persécutés. Ça peut être beau, pourquoi? C'est flatteur, mais moi, je ne peux pas me sentir bien si les autres réfugiés sont vus comme des mauvais réfugiés et que moi, je suis vu comme le bon. Non, c'est une question globale. Ces questions-là doivent aller au-delà simplement de nos engagements LGBTQ+. On doit essayer de penser ces choses de façon un peu plus globale que ça. L'accueil des réfugiés, l'accueil des personnes immigrantes, l'humanité qu'on a appelé beaucoup là, ça ne se limite pas seulement aux personnes LGBTQ, ça doit aller vraiment pour tous, faire du Canada le pays le plus accueillant du monde, comme il est en voie de l'être. Oui, ça prend aussi notre responsabilité dans les communautés.
Non, mais je veux juste terminer là-dessus. Écoute, c'est tellement bien dit, mais ça m'a fait rire la partie, les, je me rappelle effectivement de cette phrase, les réfugiés LGBT, ça va. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais trouvé ça quand même très réducteur parce que, encore une fois, on est juste, et on nous imagine comme une catégorie à part de personnes. Et ça aussi, je pense que c'est à changer. C'est pas, on n'est pas juste LGBTQ+. On fait partie des communautés, mais dans une autre communauté. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on fait, c'est-à-dire que quand on arrive, oui, on arrive sur, bon, on est un groupe social, on est dans la catégorie appartenance à un groupe social au niveau de la commission des réfugiés, mais à côté de ça, une fois qu'on a passé cette catégorisation-là, c'est des personnes qui ont effectivement des acquis. Donc, les acquis servent à qui? À tout le monde. Donc, ça aussi, je crois que c'est à changer. C'est l'effort collectif de changer certaines structures, certaines mentalités et de voir une personne, d'arrêter déjà de voir, une fois que la personne est passée, on passe, et oui, il y a un processus. Donc, le processus est LGBTQ+. Mais une fois que ce processus est passé, ben, on peut enlever la partie LGBTQ+. On le sera toujours de toute façon dans notre propre présentation. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous le rappelle, parce que si tu me le rappelles, ça veut dire que tu me réduis à quelque chose. Et ça, je crois que c'est important d'arrêter. Une fois que si on arrive à dire, ben, oh, tu étais réfugié, oh, sur ça, ok, bon, ben maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'on arrivera bien à quelque chose de meilleur. Et puis, dans le beau pays dans lequel on est, hein, on va continuer avec la citation de Joseph tout à l'heure. Ben, merci Lani, merci Joseph, merci de nous avoir partagé des témoignages aussi riches et je tiens aussi à honorer le travail que vous faites en fait. Vous êtes là sur le terrain à accompagner les Merci. personnes, à accompagner les communautés, vous êtes cette vie en fait qui crée ce travail sur le terrain. Donc merci beaucoup pour ce travail et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci, merci, merci. La lutte continue, hein, c'est pas fini. On continue le combat. Non, effectivement, mais écoute, c'est des panels comme ça qui font que ben on commence, tu sais, c'est ça aussi les petits gestes, c'est Ah ouais, d'informer. c'est Et ça. puis ça nous sert même en vacances. Ah, merci à Fierté, mais ça ne veut pas dire on va pas critiquer s'ils font mal, hein, mais c'est déjà bon. Ouais. On y arrive, t'inquiète, Joseph, on y arrive, ça C'est, commence bien. ça commence bien, c'est ça. Ah, Merci à ouais, vous. c'est tellement un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Tu sais, Joseph, Plaisir partagé. je connais Agir depuis à peu près quoi, ça fait 7, 8 ans. Oh, cool, cool. Ouais. Donc, c'est génial de voir le travail continue. J'étais impliqué il y a très longtemps avec Agir. Ah, super, super, Donc, super. c'est bien aussi de voir les nouveaux visages. Genre, ah, Ah c'est ouais, c'est c'est ça, là, ouais. des visages venus tout droit d'Afrique, là. Allez, hop, venus du combat. Allez, direct dans le front. Moi, j'ai moins de mérite, je viens des Antilles, tu sais, aussi, je suis C'est- venue comme étudiante, tu sais. Hmm. Ah, super, super, super. Cool. Ah, merci.